Bonjour chers auditeurs et spectateurs de cette vidéo. Nous sommes enfin arrivés à la conclusion de cette analyse comparative de la situation économique telle qu'elle était au 27 mars 2020 et celle du 25 octobre, 7 mois plus tard. Pendant ce temps-là, nous avons pu observer les tendances globales à la sortie du confinement de printemps notamment. Revenons un peu en arrière. Rappelons-nous ces semaines où l'élocution du président de la République, annonçant le confinement et appelant à la mobilisation totale contre l'ennemi invisible, a fait naître un sentiment fort d'appartenance et d'unification. Les Italiens accrochaient leurs drapeaux sur les fenêtres et sur les balcons. Les Français allumaient la tour Eiffel et applaudissaient le personnel des hôpitaux tous les soirs à 20h. On avait même l'impression que le système des valeurs a changé. Par exemple, les entreprises qui avaient l'habitude de commander des corbeilles de fruits n'ont pas annulé ces livraisons, mais les ont réorientées vers les hôpitaux. Ainsi, les livreurs ont gardé leurs emplois et les hôpitaux ont eu leurs fruits frais. Dans certains pays, la spéculation les spéculations des produits de première nécessité, des produits de protection sanitaire a été sérieusement punie jusqu'à l'emprisonnement. Et partout, à travers le monde, le bénévolat a pris une grande ampleur. Par exemple, au Royaume-Uni, le National Health Service, le système de santé, a annoncé qu'ils avaient besoin de 250 000 bénévoles à travers le pays. L'annonce était faite un jeudi et déjà vendredi après-midi, ces 250 000 personnes se sont manifestées. Ce qui était important dans ce cas concret, ils venaient de tous les groupes sociaux. Les entreprises ont commencé à parler, à mettre en avant, développer le business vert responsable. Tout le monde s'inscrivait dans l'économie circulaire, ou presque tout le monde. Au niveau local, de nombreux groupes d'entraide se sont formés via les réseaux sociaux, les gens s'organisaient pour faire les courses aux personnes âgées, etc., etc. Il y avait une prolifération de cours en ligne ou de concerts gratuits également en ligne. On avait l'impression qu'une sorte de mouvance populaire énergisante a aidé à passer à travers ce confinement. Et le problème que nos structures gouvernantes n'ont pas su utiliser, orienter et faire durer ce mouvement énergisant. Ils l'ont laissé retomber assez rapidement par leur propre inertie et manque de réactivité. Or, il fallait au moins exprimer pendant assez longtemps la reconnaissance à son propre peuple qui a pu se mobiliser et passer le confinement. Car l'énergie qui se crée dans les masses, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir transformer en bénéfices, notamment plus matériels, les bénéfices économiques. L'énergie dans les masses, elle était, mais malheureusement, elle n'était pas utilisée ou pas utilisée à bon escient suffisamment. Autre tendance que nous avons observée depuis la fin du mois de mars, c'est par exemple une migration massive de population. D'une part, les gens quittaient les grandes villes. Soit ils achetaient les maisons secondaires, puis ça continue ce type de migration, soit ils déménageaient vers les petites villes et les campagnes. Cela concerne surtout ceux qui peuvent faire du télétravail. D'autre part, cette migration est liée à la disponibilité de l'emploi. Dans la première partie de cette analyse économique, nous avons déjà parlé de plus de 100 millions d'Indiens qui se sont retrouvés sur les routes après la fermeture de leurs usines suite au confinement. Et évidemment, cette migration est pour ceux qui ne peuvent pas travailler à distance. Une autre tendance que nous avons observée et que nous observons actuellement, c'est la socialisation de la dette d'État, car l'État s'endette pour aider ses entreprises, pour réduire le niveau potentiel de chômage, et en même temps, c'est comme s'il disait je vous aide, alors vous allez tous m'aider, vous allez tous payer cette dette, peu importe ce que l'on a mis là-dedans. C'est légèrement dangereux.
Le confinement, la distanciation sociale, le recours massif au télétravail conduisent à la perte des liens sociaux, malheureusement, ce qui se traduit par l'augmentation de la violence domestique, euh, différents de types de dépression, etc. Vous savez que l'homme, c'est un animal social, et pour beaucoup de personnes, nous le comprenons dans la situation actuelle, pour beaucoup de personnes, leur vie sociale était réduite essentiellement à leur travail, à la communication avec leurs collègues. Or, avec le télétravail, avec le confinement, beaucoup se sont sentis complètement isolés, hein. Tout le monde ne fait pas le théâtre ou ne pratique pas des sports collectifs. Vous pouvez continuer à échanger avec les gens ou continuer les cours via Zoom. On observe également une baisse du niveau d'éducation. On a beaucoup parlé de l'éducation online avant le confinement du printemps, l'année dernière et avant. Et on vantait les mérites de l'éducation online. Pendant le confinement du printemps, nous avons compris que l'éducation en ligne, c'est un excellent complément à l'éducation principale. Mais cette éducation principale doit être présentielle. Parce que, par exemple, un bon professeur, sans sa classe, il la voit, il est capable d'adapter son discours à la classe, à sa réaction, d'amener la classe là où il en a besoin. De même, les élèves apprennent non seulement en écoutant un cours ou en lisant quelque chose, hein, mais également en observant le professeur, en communiquant avec ses pairs, qui les tirent vers le haut, vers l'avant. Ce n'est pas juste la théorie, c'est notamment mon expérience d'enseignement dans les écoles de commerce qui me dicte ces conclusions. Une autre tendance des derniers mois, c'est la dégradation du niveau des compétences professionnelles ou leur non-développement pour beaucoup. Prenons par exemple les jeunes diplômés. Pour que leur apprentissage se passe le mieux possible, leur intégration dans l'entreprise, etc., ils doivent être entourés par leurs collègues plus expérimentés. Ils apprennent beaucoup en imitant les autres pendant les discussions informelles autour du café, etc. Or, tout cela n'existe plus pendant le télétravail. Ces mêmes facteurs impactent le développement du niveau de compétences des travailleurs expérimentés. La qualité du management n'est pas la même également, et bien entendu la créativité. On sait que pour créer, vous avez besoin de communiquer avec les autres, hein, et échanger activement les idées, etc. Parce que souvent on dit que l'idée était dans l'air, ensuite elle s'est matérialisée. C'est un peu ça ce que j'essaie de dire. Et tout cela n'existe pas avec le télétravail, même si ce dernier est très bénéfique en petite quantité. Et beaucoup d'entreprises l'ont déjà testé même pendant les années précédentes. À quoi vont conduire les nouveaux confinements qui se propagent déjà à travers le monde? Plutôt à la perplexité, l'absence de compréhension face au manque de gestion efficace de la part du pouvoir public, au désarroi de ceux qui ne peuvent pas travailler pendant ce confinement, ou au manque de visibilité et de compréhension de ce qui se passe et ce qui va se passer. C'est surtout le manque de visibilité qui est dangereux, c'est l'inconnu qui est dévant. Et c'est également l'amplification de la peur de la majorité de la population qui nous attendent avec le développement de la deuxième vague de l'épidémie. Or, il est bien connu qu'il est beaucoup plus simple de diriger par la peur que par la pédagogie et la raison. Un autre aspect méga important de derniers mois, c'est la redirection des flux financiers dans le monde. Cela me rappelle beaucoup la situation de 2008-2009. À l'époque, j'étais basée à Londres et là-bas, la crise financière a amplifié les flux financiers qui existaient certainement avant, mais qui ressemblaient plutôt aux lignes en pointillés, plus qu'aux larges rivières ou aux gazoducs sous la haute pression. En 2008-2009,
les flux de toute nature étaient rassemblés et orientés vers Shanghai, Hong Kong, Singapour, Jakarta, Kuala Lumpur, etc. Certains flux venant de New York ont été réorientés de l'Europe vers les États-Unis en nouveau. Certains flux se sont arrêtés tout simplement. Tout cela était dans l'air, c'était presque palpable. Ensuite, cette réorientation des flux s'est calmée pendant une petite dizaine d'années, n'est-ce pas, pour se stabiliser et renforcer l'existant. Et depuis le début de l'année 2020, cela a recommencé, les flux encore plus complexes et moins évidents. Il était clair que ces redirections de flux financiers signifient le repartage de richesses. Déjà au printemps, on sentait des puissants mouvements souterrains, une sorte de invisible puissant mais souterrain, quelque part sous nos pieds. Dans divers pays du monde, j'ai déjà observé le changement de l'actionnariat des grandes entreprises, sans parler des ETI, PME, PMI. En France, ce phénomène est devenu apparent plutôt à la rentrée, avec beaucoup de bruit autour de Veolia avec Suez et Unibail-Rodamco, Westfield avec Xavier Niel et Léon Bressler. Aussi étonnant que cela puisse paraître, mais ces mouvements, ces redislocations des capitaux et des influences ne représentent rien d'autre que les symptômes de la crise du capitalisme. Mais ce n'est pas un sujet facile, il est tellement gigantesque que nous n'allons pas s'y attarder maintenant. En attendant que j'ai le temps de revenir en détail sur ce sujet-là, je vous conseille un livre publié en 2015 par Jeremy Rifkin, The Zero Marginal Cost Society, qui parle de certains aspects de cette crise de capitalisme, ou plus précisément de l'Internet des objets, l'émergence des réseaux sociaux collaboratifs et l'éclipse du capitalisme. En outre, tendance globale mise en exergue à ce début du quatrième trimestre 2020, c'est ce que les anglophones résument comme crisis of trust and confidence. C'est plus qu'une simple crise de confiance, d'assurance. C'est la situation où personne ne croit personne, surtout pas les États par exemple, où pour la majorité de la population, les prochains événements vont tomber sur leur tête du ciel sans aucune logique apparente, tellement on ne croit plus à rien, tellement tout semble être inattendu. Dans cette situation, la valeur toute particulière va être attribuée aux relations de confiance. Confiance que vous allez établir avec vos partenaires, vos clients, vos employés. Elle sera encore plus difficile à instaurer et à maintenir. Donc vraiment prenez soin des relations de confiance que vous avez avec vos pairs, avec vos collègues, etc. Ça valera très très cher dans les prochains mois. On continue d'avancer dans les tendances globales qui sont devenues évidentes depuis le printemps et je dois avouer que depuis toujours je me suis intéressée au fonctionnement du cerveau humain, du psychisme humain. Lors de mes diverses études, j'ai eu des cours sur ces sujets-là et en plus j'ai lu des dizaines de livres et en particulier il y a 10-15 ans lorsque j'ai enseigné dans les écoles de commerce internationales, je suis plongée dans les livres parlant de notre manière d'apprendre. Les questions qui me préoccupaient à l'époque, c'était comment rendre plus intéressant et plus efficace de point de vue apprentissage les cours qui sont pas faciles, par exemple International Finance and Risk ou même International Project Management et autres Entrepreneurial Finance. Ce que j'ai appris à l'époque m'amène vers la conclusion suivante. Nous sommes pleinement entrés dans le processus de changement total de paradigme dans lequel nous vivons. Le changement de tous les systèmes de coordonnées. Les systèmes de coordonnées dans lesquels nous vivons changent. On en parle beaucoup, on évoque beaucoup d'exemples, mais là, c'est visible, c'est sensible, c'est apparent quasiment pour tout le monde. C'est difficile de ne plus le voir. L'un des signes profonds de cela est du fait suivant. Notre cerveau a besoin de 21-40 jours pour changer une habitude.
entre parenthèses, oublier l'ancienne habitude et instaurer une nouvelle routine, une nouvelle habitude. Le nombre de jours en réalité dépend du type des habitudes, des ondes du cerveau impliquées, etc. Mais c'est entre 21 et 40 jours. D'accord? Or, en France, le confinement du printemps a duré 55 jours. Dans d'autres pays de l'Europe, c'était similaire. Cela veut dire que toute la population des pays avec un confinement long a changé ses habitudes. Et nous ne l'avons même pas remarqué pour certains. En tout cas, beaucoup de personnes n'ont pas prêté attention à cela. Je vous laisse réfléchir sur ces changements et analyser un peu ce qui s'est passé avec vous personnellement, avec vos proches, avec votre entreprise, etc. Par ailleurs, comment comparer cela avec les pays où il n'y avait pas de confinement, où le confinement était de courte durée, moins de 3 semaines? Encore une fois, faites vos conclusions, vos observations. Une question presque philosophique qui a surgi au printemps et qui reste d'actualité. Nous savons que conformément à la loi du temps, que j'ai déjà décrit ailleurs, nos rythmes de vie vont continuer à accélérer. C'est un phénomène objectif. Imaginez un instant que ce confinement du printemps et les autres qui vont suivre, ce n'est rien d'autre qu'un signe. Un signe de force suprême, un signe venant d'en haut, un signe de civilisation supérieure à la nôtre, etc. Tout dépend de vos croyances ou de non-croyances. Là, je vous laisse la liberté du choix, totalement. Dans tous les cas, supposons que c'est un signe qui veut dire vous êtes tous complètement absorbés par votre course quotidienne, par votre rythme de vie effréné. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Prenez du recul. Il est tout à fait possible que vous allez dans le mur. Et en tant qu'individu, en tant que société, en tant que civilisation. Et ceux qui ont réussi à ralentir un peu le rythme, prendre du recul, réfléchir et surtout apprendre quelque chose de nouveau, changer, modifier en quelque sorte sa vie, son niveau de connaissance, se modifier, se transformer soi-même, bravo. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là, pendant le confinement du printemps? De mon côté, j'ai fait 2 formations intensives de 3 jours chacune, de développement personnel, et à la fin du confinement, j'ai pris une formation professionnelle sur 2 mois à temps partiel. Et en plus, pendant tout ce temps-là, tout le confinement, j'ai travaillé à plein temps au rythme assez dense. Ok, je n'ai plus d'enfants de bas âge à la maison et si vous en avez, vous pouvez diviser ces objectifs par 2 ou par 3. Ça dépend du nombre d'enfants par adulte. Mais la triste réalité est que la grande majorité de la population n'a pas utilisé le temps et l'énergie qui se sont libérés parce que l'énergie s'est libérée et le temps également parce que vous n'avez plus besoin par exemple de prendre les transports en commun, faire beaucoup de déplacements, etc. Donc beaucoup de gens ont passé leur temps devant la télé, sur les réseaux sociaux ou juste sous la couette, isolés, avec leur peur et leur boîte de paracétamol. Et qu'il veuille ou pas, avec tous ces événements, nous avons mis les pieds dans un nouveau monde, je n'ai déjà parlé. Ce monde, il est assez inconnu, il est effrayant pour beaucoup. La transition vers ce monde est difficile et douloureuse. Et elle continuera à rester telle pendant encore quelques temps, et nous le voyons tous. Et les anciennes méthodes, les approches utilisées précédemment, les outils, les systèmes de pensée ne fonctionneront plus ou ne fonctionneront pas comme avant. Nous commençons de plus en plus voir ces exemples, voir tout ça sur des exemples concrets. Et bien entendu, pendant cette période de transition, nous allons voir l'apparition de pseudo-gourous, des sachants, savants, des guides suprêmes, des connaisseurs ultimes et autres éclairés. Faites très très attention parce que nous sommes tous déstabilisés par ce qui se passe. Il y a des gens qui vont profiter de cela.
d'accord? Je pense que peu de gens savent où nous allons et qu'est-ce que nous allons faire. Et surtout, faites confiance à personne, surtout à ceux qui disent qu'ils savent tout. D'accord? Euh, et d'ailleurs, je ne prétends pas au rôle d'un gourou ou qui connaît tout l'avenir, hein. Je vous invite surtout à ne pas croire à tout ce que je dis et je vous invite à réfléchir par vous-même et essayer de comprendre, de faire vos propres conclusions. Essayons d'imaginer à quoi va ressembler le nouveau monde qui commence à se profiler autour de nous. Il sera certainement plus complexe et plus polarisé. Et on entend parler déjà de cela. Je sais que ce n'est pas très rassurant, mais je n'y peux rien. C'est comme ça. Il va y avoir la polarisation que nous connaissons déjà, par exemple entre les plus riches et les plus pauvres, entre les personnes qui se sentent à l'aise dans le monde digital et ceux que nous pouvons appeler les illettrés de l'ère digitale. Nous avons parlé également de la baisse du niveau d'éducation, de l'enseignement, donc il va y avoir un gros fossé entre ceux qui ont encore eu le temps d'avoir l'enseignement à l'ancienne et ceux d'aujourd'hui qui ne viennent pas forcément en classe et qui n'ont pas de communication physique avec le professeur et avec ses pairs. Nous allons également avoir de la polarisation entre les entreprises sur la qualité de leur capital humain. On peut le dire même comme ça. Dans certaines entreprises, les managers vont insister sur l'importance de la présence physique ponctuelle sur le lieu de travail, car la communication physique présentielle change complètement la qualité de management et de travail d'une équipe. Par ailleurs, il va y avoir des entreprises où le personnel en télétravail va être de plus en plus laissé à lui-même, ce qui à terme conduit au manque d'adhésion et d'implication, d'intérêt pour le travail que les gens effectuent. Il est bien connu également que les meilleures idées créatives naissent dans les équipes. Nous en avons déjà parlé. Certains disent qu'il en faut 7 personnes afin que la créativité soit la plus florissante, bouillonnante, optimale. D'autres disent que pour cela, il en faut 11 personnes, réunies dans un lieu physique. Ce qui compte, c'est ce qu'ils doivent être réunis dans un même lieu, pas le nombre de personnes, et non pas rester seuls chez eux, même connectés. Certes, la créativité individuelle existe, mais elle est plus limitée, notamment dans certains domaines. Et là, je voudrais passer vers la polarisation la plus importante et la plus structurante. À votre avis, quelle est la plus grande différence entre les individus, entre les êtres? Plus grande, plus importante? Ok, ne cherchez pas très loin. Ce n'est pas la taille, le poids, l'âge ou le niveau de richesse, absolument pas. Ce sont les critères secondaires, etc. La différence principale entre nous tous, c'est la qualité de la qualité ou le niveau de notre conscience. Et bah oui, le niveau de conscience est la qualité la plus personnelle, hein, la plus individuelle. Chacun a un niveau de conscience qui est propre que à lui-même. Et depuis le confinement du printemps, nous observons la polarisation de la population par leur niveau de conscience. Observez les personnes de votre entourage. Vous verrez qu'ils ils voient les événements essentiellement à travers deux différentes lentilles de perception du monde. Ce changement n'était pas tellement apparent jusqu'à mi-fin septembre, après la rentrée, quand les choses se sont un petit peu calmées, avec la reprise, etc. Parce que c'était pas tellement visible, mais cette polarisation existe et là elle est devenue vraiment visible et apparente parce que d'une part, la différence entre ces deux perceptions, du monde n'est pas il est pas particulièrement visible, comme j'ai déjà dit. Tout le monde marche, mange, consomme quelque chose de façon similaire, presque comme avant. Et d'autre part, leur perception, leur appréhension et conception du monde ont radicalement changé au cours des derniers mois.
Une partie des individus se trouve totalement dans le monde du passé, dans les anciennes paradigmes, normes, manières de fonctionner. En termes d'image, on peut dire qu'ils essaient de mettre les masques. Ils essaient de mettre les masques tout le temps, partout, en permanence. Dans le sens propre et figuré du terme, hein, ils essaient de se cacher de tout ce qui peut arriver, parce que cela va certainement être négatif. C'est leur perception du monde. Ils essaient de s'enfuir, de se cacher ou d'éviter certaines peurs, certaines visions ou représentations. L'autre partie de population qui a la deuxième lentille de perception du monde essaie de trouver quelque chose dans l'avenir, s'imaginer dans un nouveau monde. Ces gens se projettent dans l'avenir et qui sera principalement différent du passé. Et cette polarisation de population n'est pas due à leur différence en termes de ressources, en termes de force, d'énergie. J'ai déjà parlé que c'est pas le même type de polarisation que tout ce qu'on connaît habituellement. Car de point de vue ressources, en réalité, et là croyez-moi sur parole ou vérifiez vous-même, cela coûte autant d'essayer de survivre, de préserver les acquis et le passé que de construire l'avenir. Mais j'ai déjà décrit cela il y a quelques années. Je comprends qu'il peut être particulièrement étrange de voir dans une analyse économique les conclusions concernant le niveau de conscience. Et cela après 4 parties, 4 vidéos de discussion autour du PIB et du niveau de chômage dans différents pays. Toutefois, ceux qui ont un peu étudié la philosophie, le matérialisme dialectique ou l'économie politique, rappelez-vous la fameuse phrase de Karl Marx. Elle peut être traduite comme « ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais plutôt la vie qui détermine la conscience ». Ou encore « ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience ». Ou encore, ce n'est donc pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Notre existence de l'année 2020 était telle qu'elle a défini cette polarisation du niveau de conscience des individus. La vie réelle, matérielle, économique a défini cela. Il n'y a rien de métaphysique dans ce que je dis. La polarisation de conscience des gens était due à l'existence, aux éléments totalement, complètement matériels. Et on n'y peut rien. C'était ainsi. D'accord? Et voici qu'on arrive à notre conclusion, parce que dans la nouvelle paradigme de notre vie, c'est le niveau de conscience qui va maintenant définir notre existence. Ça va être l'inverse. Ça dépendra à travers laquelle des deux prismes vous regardez le monde autour de vous. Et voici la bonne nouvelle. Nous avons le pouvoir illimité sur notre conscience. Nous pouvons la changer, la faire évoluer. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Dans le nouveau monde qui devient de plus en plus palpable, la vie que nous aurons à vivre dépend plus que jamais de nous, de notre niveau de conscience. Or, vous avez le pouvoir sur votre conscience et donc sur votre existence. Et ce pouvoir-là, c'est formidable. Et c'est pourquoi je trouve que la vie est belle.